Donc, un établissement ne peut pas s'élever si le fondateur n'a pas de volonté de le faire. Donc, c'est le fondateur qui est à l'origine, c'est un investisseur privé, parce qu'il faut le dire, les écoles islamiques sont des écoles privées, peut-être à vocation publique, on peut le dire, mais elles restent des écoles privées. Donc, ils ont des investisseurs, des propriétaires, à la base, c'est ceux-là qui décident de rencontrer les autres pour qu'on commence le processus d'intégration interne. Maintenant, cette intégration interne ne se fait que par l'engagement du directeur des études et des enseignants. Parce que ce sont les enseignants et les directeurs des études qui savent les matières qui sont enseignées. Les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences physiques, etc., etc. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qui n'est pas enseigné, quelle masse horaire est consacrée à chaque matière, etc., etc. Donc, eux aussi, ils contribuent par des discussions techniques, parce que ce n'est pas le fondateur qui va faire les discussions techniques. Les discussions techniques et pédagogiques se font autour d'une table où sont côte à côte ou face à face les enseignants, les fondateurs, les enseignants, les directeurs d'études des différentes écoles pour voir comment on peut faire l'harmonisation interne. Bon, les parents d'élèves, je pense que les parents d'élèves ont un rôle important dans cet effort d'uniformisation, mais il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'on leur explique pourquoi il est nécessaire qu'il y ait l'intégration interne des établissements. Si on leur explique, eux aussi ils peuvent encourager, ils peuvent participer aux réunions, ils peuvent participer, peuvent soutenir les directeurs d'école, peuvent soutenir les professeurs dans le travail d'harmonisation des programmes. Ils peuvent les encourager. Par exemple, s'il y a des matières nouvelles qu'il faut ajouter, tout ça, si ça demande de nouveaux investissements ou une élévation des coûts de scolarisation, bon, l'enseignant, les parents d'élèves doivent comprendre ceux-là, mais il faut leur expliquer. Si on ne leur explique pas, ils ne peuvent pas savoir pourquoi on a augmenté, alors que peut-être on a augmenté parce qu'on a ajouté les sciences physiques ou les sciences de la vie et de la terre qui n'étaient pas enseignées. Ça a entraîné des coûts additionnels et c'est ça qui se répercute sur le coût de scolarisation. Bon, je pense que les partenaires extérieurs aussi, c'est-à-dire bilatéraux et internationaux, par exemple, je pense à l'ISESCO, je pense à l'UNICEF, à l'UNESCO, aux pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, tous ces pays-là peuvent contribuer à inciter les chefs d'établissement, les fondateurs à faire ce travail d'intégration. Intégration interne d'abord. Parce qu'on ne peut pas sauter de l'intégration interne à l'intégration externe sans faire la part de l'intégration interne. Donc voilà les rôles, les différents rôles, parce que ça se passe entre les établissements. Donc les personnages qui doivent intervenir et qui doivent jouer leur rôle, c'est le fondateur, ce sont les directeurs d'études, les professeurs, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs, notamment même la Banque islamique de développement peut intervenir au niveau des soutiens qu'on peut apporter aux différents établissements pour qu'ils mettent ensemble leurs efforts. Au niveau de l'intégration externe, il s'agit de mettre en rapport maintenant le groupement des fondateurs des écoles en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale pour voir comment ils peuvent faire valoir les programmes et obtenir les agréments pour être érigé en établissement confessionnel. Dans ce processus-là, il y a toujours les fondateurs, les enseignants, surtout les fondateurs, les enseignants et les directeurs d'études, parce que c'est eux qui, individuellement ou collectivement, se regroupent pour présenter des dossiers au ministère de l'Éducation nationale ou aux
ça dépend. Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale, mais dans l'enseignement supérieur, n'oublions pas que dans l'enseignement supérieur, il y a 3 universités islamiques qui existent, qui ont fait des dossiers qu'ils ont déposés directement à l'enseignement supérieur. Il y a Al-Furqan, il y a la Ouma, l'université musulmane africaine, et puis la 3e université, c'est celle du CENI. Comment? Non, c'est pas 3i. L'université musulmane africaine, c'est la grande ensemble. 3i est à l'intérieur. 3i n'est qu'un département de l'université musulmane. Mais la 3e université, c'est celle-là qui a été créée, la première, qui a eu son agrément la première. C'est le CENI qui a introduit. Comment? Bon, je ne me souviens plus du nom, mais c'est la première université qui a été autorisée par le ministère de l'enseignement supérieur. Après cela, il y a eu la Ouma, l'université musulmane africaine, et enfin Al-Furqan, qui est la dernière université. Mais 3i fait partie de l'université musulmane africaine. C'est un des départements chargés de la formation des personnels de l'imamat, c'est la formation des imams. Ok. Donc, il s'agit de mettre en rapport ces 2 groupes, le groupe des établissements avec les enseignants et le ministère. Le ministère, généralement, est représenté d'abord sur le plan institutionnel par le cabinet. Tout juste en dessous du cabinet, il y a toujours un inspecteur général qui parle au nom du cabinet. Dans le cas des enseignements islamiques, c'est M. Kouyaté, l'inspecteur général. Mais en dessous, il y a des services techniques qui s'occupent des dossiers des établissements confessionnels. C'est le SAPEP. Vous connaissez le SAPEP, puisque tous les établissements passent par le SAPEP pour avoir... C'est là-bas que les dossiers sont déposés. Mais après le SAPEP, il y a d'autres services. Le service de la pédagogie, de la formation continue, le service des ressources humaines, le service des affaires financières. Tous ces services-là interviennent dans l'accréditation, dans l'élévation des établissements en établissement confessionnel. D'abord, le SAPEP. Le SAPEP, c'est le SAPEP, service autonome voilà, SAEP. Encadrement des écoles primaires, voilà, des écoles privées. Voilà. Mais le SAPEP reçoit le dossier. Donc, sa responsabilité, c'est d'abord de motiver, de rentrer auprès des établissements pour leur demander de rechercher l'agrément de l'État. Donc, il a un travail de mobilisation, de sensibilisation d'abord. Ensuite, il y reçoit les dossiers des candidatures. Ces dossiers de candidature peuvent être individuels, comme ça peut être présenté par des groupes. Mais l'essentiel, c'est la conformité qui est au bout, parce que l'État, lui, c'est la conformité qui l'intéresse, les contenus du programme et les structures, les conditions d'enseignement. Une fois que ce travail est fait, ils ont reçu le dossier. Je pense, dans un deuxième temps, ils doivent rendre compte au cabinet, et le cabinet met en place une commission qui examine les dossiers, les candidatures, tout ça. Une fois que cela est fait, je crois qu'il y a une deuxième étape. Ils doivent se rendre sur le terrain, les visites de site, pour voir si ce qui est écrit dans le document est conforme aux réalités du terrain. Donc, je crois que mon frère Kouyaté est très bien placé pour parler de ce point, parce que la conformité des écrits, des dossiers et des réalités dans les établissements peut ne pas être souvent garantie. Il y a un travail
de terrain, de vérification, de contre-vérification qui est à faire. Donc, si je me résume, l'intégration externe, c'est ce qui met en rapport, c'est le processus qui met en rapport les acteurs directs de l'enseignement islamique, c'est-à-dire les fondateurs, les directeurs, les professeurs et le ministère, surtout le ministère dans sa partie qui est concernée par les écoles islamiques. Donc toutes les directions que j'ai citées sont concernées et c'est justement un dialogue entre ces établissements qui sont candidats et les services financiers, les services administratifs, les services pédagogiques, l'inspection générale, le cabinet, etc., qui donnent les agréments. Mais les agréments ne sont pas donnés de façon automatique. Parce que si vous voyez bien les fiches d'évaluation, il y a des établissements qui obtiennent à l'issue de l'évaluation la cote A, d'autres ont des cotes B ou C. Et A, ce sont les bons, les meilleurs dossiers, ce sont ces meilleurs dossiers qui les retiennent. Les meilleurs dossiers. Et aujourd'hui, quand on fait le point, je me suis amusé à faire rapidement un petit calcul. Kouyaté va confirmer si je suis ou infirmé, ça dépendra. Mais je me suis rendu compte que depuis 2008, puisqu'il existait déjà une quinzaine d'établissements confessionnels, mais depuis que l'étude a été faite jusqu'à aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 140, autour de 140 établissements qui sont reconnus, qui sont des établissements aujourd'hui subventionnés, autorisés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est déjà un effort, puisqu'en 2008, lorsqu'on faisait l'étude, il n'y avait que 15. Et en très peu de temps, nous sommes arrivés à une 140, autour de ça. Donc le chiffre exact, c'est ceux qui gèrent le système quotidiennement qui peuvent dire combien il y a aujourd'hui. Pour finir, je voudrais faire quelques observations. D'abord, les écoles islamiques ont été longtemps combattues par le système colonial. Combattues. Parce que ces deux types d'écoles ne diffusaient pas les mêmes valeurs sociales, les valeurs spirituelles. Donc, la colonisation a toujours combattu les écoles islamiques. Pas seulement en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, les mondes qui étaient sous colonisation française ou anglaise, mais surtout en français. Et puis, pendant l'indépendance, ces écoles ont été tolérées, bien qu'étant dynamiques, majoritaires sur le terrain, tout ça, mais elles ont été tolérées. Mais les tentatives de reconnaissance nécessaires de se manifester, mais l'État a toujours dit non, vous n'avez qu'à revenir dans le système officiel, on ne peut pas entretenir deux systèmes différents, tout ça. Mais il faut reconnaître qu'avec la persistance de la communauté musulmane, avec l'organisation de plus en plus structurée de cette communauté musulmane et des établissements islamiques, alors, je dis, à partir de 2008, il y a eu un phénomène qui a commencé avec cette conférence islamique au BIT sur les liens fonctionnels entre les deux types d'enseignement. Et puis ensuite, toujours en fin 2008, il y a eu cette étude sur les stratégies d'élaboration des stratégies d'intégration que nous avons conduite et qui nous a permis de faire une analyse diagnostique et pronostique de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que vraiment, c'est à la faveur des changements politiques en Côte d'Ivoire que nous avons obtenu cette
cette reconnaissance, cette volonté, la volonté politique a été exprimée clairement dans le sens de la promotion des écoles islamiques. Vraiment, c'est à partir de 2010 que les choses ont été vraiment accélérées. Je dis aujourd'hui, nous sommes à près de 140 établissements, alors qu'on n'était que 15 établissements avant 2008. Donc, on peut dire que le processus d'intégration des écoles islamiques au système d'enseignement officiel relève d'abord de la volonté politique. Si les gouvernants ne sont pas sensibles à la question ne bouge pas. S'ils sont sensibles à la question, ça va très vite. Et Dieu merci, on peut dire que les gouvernants, nos gouvernants d'aujourd'hui, sont sensibles à la question islamique, à l'organisation des écoles islamiques. En ce sens, je dirais que nos gouvernants sont en train de réparer les injustices d'avant, les injustices des temps coloniaux, les injustices des temps d'indépendance. Et aujourd'hui, progressivement, nos établissements vont réintégrer le système d'enseignement officiel au même titre que les établissements catholiques, protestants, etc. Donc, vraiment, c'est un truc d'égalité. Et cette égalité-là repose sur la volonté de l'équité. C'est-à-dire qu'on veut un traitement équitable de tous les établissements, de tous les enfants de ce pays. Parce qu'il n'est pas normal que certains enfants soient dans la rue, soient fréquentent des écoles islamiques qui les fait déboucher, dans le meilleur des cas, à des fonctions d'imam, et dans le pire des cas, ça les envoie dans les gares routières, dans les casses, en tant que ferrailleurs, etc., etc. Je pense que ce n'est pas une carrière qu'une nation prépare pour ses enfants. Aujourd'hui, avec les universités, avec les écoles, nos universités islamiques, avec les écoles confessionnelles islamiques aujourd'hui, je pense que d'ici quelques années, on aura l'honneur d'avoir des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, des grands universitaires dans le domaine de l'économie, mais sortis de ces écoles, parce que ces